Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer à une question existentielle. En somme, quelle vérité pourrions-nous prendre pour éclairer le sens de notre vie et de notre destinée dans la perspective de la science unifiée? Il s'agit bien sûr d'une interprétation parmi d'autres. En voici tout d'abord le résumé. Dans l'approche de la science unifiée, l'univers est prévisible, ordonné, auto-organisé et auto-évolutif. Il n'est pas ce monstre décrit par la science déterministe, cette machine à combiner les possibles en fonction des lois connues, de celles encore à découvrir ou du hasard, cette machinerie infernale qui de toute façon finira par disparaître dans de gigantesques trous noirs. Non, l'univers est holographique, ce qui veut dire que chaque point contient le tout, et il est fractal, c'est-à-dire régi par des lois d'échelle dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Tout est donc lié, imbriqué, intriqué et ajusté, rien n'est isolé dans l'univers. Et c'est l'omniprésence de l'information et des feedbacks, des échanges permanents qui garantissent et assurent le bon fonctionnement du tout et son équilibre aussi, bien évidemment. La seule chose qui existe, nous dit Nassim, c'est justement le point, la singularité. Et chaque point est un centre à part entière de l'univers qui contient toute l'information et qui est connecté à tous les autres points à travers la mémoire de l'espace-temps par les singularités, les trous noirs et les trous blancs. Chacune et chacun de nous est l'un de ces points ancrés dans la mémoire de l'espace-temps. Et donc, chacune et chacun de nous est l'univers faisant en quelque sorte l'expérience de la vie biologique sur Terre. Tout dans l'univers se décline sous forme de vibrations, d'informations, d'énergie et de matière. L'espace lui-même est constitué de paquets d'énergie discrets, réellement minuscules et infinis. Nassim Haramein les appelle des voxels, qui s'organisent en un réseau géométrique en 3 dimensions de fleurs de vie, où les sphères sont parfaitement imbriquées les unes dans les autres. Et c'est par là que tout vient à être. En ces échanges permanents, en ces ajustements incessants. C'est par ce biais que les humains créent, attirent et repoussent une grande partie de ce qui fait leur réalité, tout particulièrement à travers la singularité du cœur qui joue un rôle essentiel, un rôle central. Car l'univers y reçoit par là nos vibrations fondamentales, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. Il les reçoit dans l'espace mémoire de la Terre, appelé aussi le champ morphogénétique, et il les met en relation avec des vibrations semblables ou compatibles. Il est ainsi, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, un puissant attracteur et un puissant répulsif. Nous échangeons également de l'information à travers nos protons, nos cellules, les ondes gamma produites par les battements du cœur et son champ magnétique puissant, à travers l'eau présente dans notre corps, par l'ADN, notre cerveau qui fonctionne un peu comme l'antenne fractale d'un téléphone portable, ou encore par la glande pinéale, notre 3e œil notamment. Ces échanges permanents d'informations forment la conscience universelle, un état vibratoire harmonieux qui ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration, aucune soumission. Simplement, la conscience universelle est notre merveilleux pouvoir créateur qui fonctionne pour chacune et chacun d'entre nous d'une manière plus ou moins adéquate, plus ou moins adaptée. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, relayé, interconnecté, unifié et pacifié. Ainsi, la loi de la vie ne sera pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes qui sont les lois de la non-vie, de la mort et de l'entropie. Non, la loi de la vie sera, chez les humains,
la loi de l'amour. Et ce sont là des vérités qui font sens et structurent le karma individuel et collectif, nos destinées en somme. L'univers nous invite à les comprendre mentalement, à les ressentir émotionnellement et à les intégrer instinctivement. Voilà ce qui fait sens, donne sens et permet de comprendre notre destinée humaine. Mais nous viendrons maintenant plus en détail pour comprendre plus particulièrement encore comment tout cela fonctionne. Comme le signalait déjà Albert Einstein, l'esprit humain n'est pas capable de saisir l'univers. Nous sommes comme un petit enfant entrant dans une immense bibliothèque. Les murs sont couverts jusqu'au plafond avec des livres dans de nombreuses langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres. Il ne sait pas ni comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. Mais l'enfant note un plan défini dans l'arrangement des livres, un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais seulement des suspects vulgaires. Si l'esprit humain ne peut saisir l'univers, comment pourrions-nous trouver un sens à la vie? Peut-on seulement formuler en ce domaine des hypothèses plausibles ou mieux encore hautement probables quand justement notre époque nous dit que tout est relatif, que la vérité est hors de portée des humains? Avec les travaux de Nassim Haramein, il me semble que cela devient possible et j'aimerais en conséquence essayer de vous dire pourquoi cela devient envisageable. Il faut d'abord nous rappeler ce qui régit l'univers. Dans l'approche de la science classique déterministe, l'univers a trouvé son équilibre du premier coup après le Big Bang. Cela nécessite le réglage fin d'une quinzaine de constantes fines et sans ce réglage fin, l'univers s'effondrerait. Comment cela a-t-il pu se faire? La science moderne ne peut l'expliquer vraiment. C'est un hasard phénoménal ou l'effet de lois encore inconnues, nous dit-elle. En fait, si l'univers avait été livré aux forces du chaos ou du hasard, il n'aurait jamais pu évoluer. De même, la science n'aurait jamais pu le décrire ni prédire le moindre phénomène issu de ce chaos par essence imprévisible. Si les chercheurs font des découvertes sur l'univers, et c'est bien parce qu'il est prévisible et donc ordonné. Si le réglage de l'univers n'avait pas été aussi finement ajusté, la vie n'aurait jamais pu apparaître. L'univers est donc prévisible, ordonné, auto-organisé et auto-évolutif. Il n'est pas ce monstre décrit par la science déterministe, cette machine à combiner les possibles en fonction des lois connues, de celles encore à découvrir, du hasard, et cette machinerie infernale qui finira de toute façon par disparaître dans de gigantesques trous noirs. Non, au contraire, l'univers décrit par la science unifiée de Nassim Haramein est vivant, le fruit d'une création permanente. Il est de tout temps, sans début ni fin. Mais sur quelle base et sur quelle vérité Nassim s'appuie-t-il? Eh bien, voici ce qu'il nous dit. La base de la physique quantique est liée à l'énergie du point zéro, une quantité infinie d'énergie que nous ne pouvons pas ignorer. C'est l'énergie de l'espace-temps, la nature fondamentale de notre réalité, nous dit. L'univers est donc holographique, ce qui veut dire que chaque point contient l'information, contient le tout, et il est fractal, c'est-à-dire régi par des lois d'échelle dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Tout est donc lié, imbriqué, intriqué et ajusté, rien n'est isolé, et c'est l'omniprésence de l'information et des feedbacks, des échanges permanents qui garantissent et assurent le bon fonctionnement du tout et son équilibre aussi évidemment. La seule chose qui existe, c'est justement le point, la singularité, nous dit Nassim, et chaque point est un centre à part entière de l'univers qui contient toute l'information et qui est connecté à tous les autres points à travers la mémoire de l'espace-temps
par sa singularité, ses trous noirs et ses trous blancs. Et justement, les trous noirs, eux aussi, répondent à une distribution fractale. Ils sont répartis dans l'infiniment petit, la distance de Planck, jusqu'à l'échelle cosmologique, l'univers qui est lui-même un trou noir. Les galaxies et les étoiles contiennent un trou noir en leur centre. On en trouve aussi dans le proton, dans notre corps, et dans le nœud sinusal du cœur humain notamment. Le modèle holographique prédit l'existence d'un multivers comme des échelles qui se forment à tous les niveaux pour former des univers bulles qui sont emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes. Et dans cet univers, dans ces univers bulles, nous sommes de la poussière d'étoiles, littéralement. L'être humain a approximativement 100 trillions de cellules et chacune d'entre elles est constituée d'environ 100 trillions d'atomes qui furent à l'origine créés au sein d'une étoile. Et dans cet univers, tout vibre, tout est de l'énergie sous forme de vibration, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, tout est vie dans l'univers, donc tout est énergie et des états vibratoires. L'espace lui-même est constitué de paquets d'énergie discrets réellement minuscules. La plus petite vibration du spectre électromagnétique est celle de la longueur de Planck. Et ces minuscules paquets sont en quelque sorte des pixels qui comportent notre univers, et puisqu'ils ne sont pas carrés mais sphériques, Nassim les appelle des voxels qui s'organisent en un réseau géométrique en 3 dimensions de fleurs de vie où les sphères sont parfaitement imbriquées les unes dans les autres. Et ces voxels s'assemblent et se disloquent un peu comme le font les battements du cœur. Quand l'espace-temps se contracte, quand il atteint son point d'équilibre, il libère la gravité. Quand il se dilate, il libère les forces électromagnétiques. C'est ainsi que tout vient à être. Là précisément que se fait l'échange d'informations, les uploads et les downloads par l'espace-temps, qui est aussi l'espace-mémoire et circule comme un vortex. Il génère également ce que nous appelons la masse. Eh bien, c'est par ce biais que les humains vont créer, attirer et repousser une grande partie de ce qui fait leur réalité, tout particulièrement à travers la singularité du cœur qui joue un rôle central. L'univers reçoit nos vibrations fondamentales, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, dans l'espace mémoire de la Terre, appelé aussi le champ morphogénétique, et il les met en relation avec des vibrations semblables ou compatibles. Il est ainsi que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non, cet univers, un puissant attracteur et un puissant répulsif. C'est par lui que nous échangeons également de l'information à travers nos protons, à travers les cellules de notre corps, les ondes gamma produites par les battements du cœur et le champ magnétique puissant, par l'eau présente dans notre corps, par l'ADN ou encore par notre cerveau qui fonctionne un peu comme une antenne fractale d'un téléphone portable ou encore par la glande pinéale, notre troisième œil. Ces échanges permanents d'informations forment la conscience universelle. Comme état vibratoire harmonieux, elle ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration, aucune soumission. Elle n'a rien à voir avec la haine, la peur, la violence ou l'esclavage. Elle ne saurait nous pousser à la guerre, au martyre, au sacrifice. Elle veut seulement, sous la forme humaine, faire l'expérience de son merveilleux pouvoir créateur à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, relayé, interconnecté, unifié et tout peut même être pacifié. La conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. C'est un état vibratoire harmonieux qui unifie chez les humains le mental, l'émotionnel et l'instinctif en assimilant, en acceptant et en intégrant notre rôle créateur. Tout ce qui est autour de nous et tout ce que nous sommes en est l'expression.
toute chose existe en un instant et le but est la croissance, de grandir dans le sens que nous donnons à nos propres expériences. Nous sommes un corps physique, bien sûr, mais aussi nous sommes un corps énergétique, mental et émotionnel. Grandir veut dire aussi quitter nos états vibratoires déplaisants et néfastes. Et ici, le vrai sens de la pureté est une vibration d'amour. Une vibration qui rend tout immense, beau et joyeux. Une énergie de guérison, la résonance harmonique en somme. Et la seule énergie qui compte vraiment, qu'il importe de ressentir, c'est celle, justement, qui supplante les peurs, les hontes, les culpabilités. Celle qui apaise l'agitation, la frustration, les soucis. Celle qui nous accompagne sous forme d'ange gardien. C'est elle qui est la source de toute création, Dieu en somme. Tout y est en elle à tout moment, à tout instant, présent, passé et futur. Il faut donc ressentir cette connexion à la source et demander des informations. Pour y accéder, il faut apprendre à faire taire le conscient bruyant, laisser venir l'intention et la visualisation, en nous imaginant connectés à une source infinie d'amour et de lumière, d'information et de connaissance, et la laisser nous guider vers nos rêves et nos désirs ou vers un état vibratoire plus élevé. Son pouvoir est illimité à cette conscience universelle. Nous pouvons imaginer, obtenir avec reconnaissance ce dont nous rêvons, faire comme si nous l'avions déjà reçu. Elle viendra si nous demeurons confiants et patients. Quel serait alors le sens de la vie? Eh bien, ces vérités nous invitent à envisager différemment nos liens avec l'univers. La loi de la vie n'y sera pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Ce sont les lois de la non-vie, de la mort et de l'entropie. Non, la loi qui domine la vie sera la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts. Et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Nous sommes donc faits, comme le disait Placide Gabory, nous sommes donc faits pour être harmonisés, en paix, créateurs et heureux. Nous sommes faits pour apprendre à aimer, nous sommes des centres d'amour et de compassion, encore peu dégrossis peut-être, manquant de constante parfois ou de rectitude, mais la vie nous engage à aimer. Elle ne fait que cela vraiment. Ici donc, la dynamique sera celle d'une guérison, d'une renaissance. Il faut laisser venir le courage d'oser être soi-même avec ses ombres et ses lumières en faisant face aux autres dans la lucidité sereine de l'amour-tendresse à nous offrir mutuellement en cadeau. Et la vie spirituelle sera faite de qualités apportées de tous, celles notamment signalées par Nelson Mandela, qui disait l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité de servir les autres, ce sont des qualités à la portée de toutes les âmes, ce sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. On pourrait y ajouter aussi les aptitudes de notre cerveau moral et religieux qui nous encouragent à privilégier l'empathie, la compassion, le sens de la justice, la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, et aussi en allant par la singularité de cœur, là où les désirs et les besoins sont apaisés, en connivence avec l'univers, dans le calme et la confiance, la gratitude et la complicité notamment. Voilà ce qui fait pleinement sens, et voici ce qui va influencer concrètement notre destinée individuelle et collective. N'oublions pas que Nassim nous disait « La plus petite
colère en vous participe au traumatisme planétaire. La plus petite dose d'amour en vous participe à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors, choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, nous disait Nassim. Choisissons ce qui n'est pas vain, violent, futile ou mesquin. Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout, tout est en lien avec la singularité, ce qui attire, crée, rejette, autorise ou permet, ce qui crée de l'équilibre ou du chaos. La gratitude ou les pensées positives se construisent l'une sur l'autre. Elles créent une spirale positive et ascendante. C'est l'état de paix, de joie, d'amour qui se manifeste par la créativité. Il serait donc préférable de privilégier une commune humanité, en apprenant à mieux gérer les conflits et les dissonances, en gardant un pour soi mais aussi un pour tous, en évitant la déviance ou la trahison, mais surtout en assurant les dynamiques du pouvoir créateur individuel et collectif sans craindre l'échec ou le rejet. En somme, le seul ordre social légitime, universalisable, est celui qui s'inspire d'un principe de commune humanité, de commune sociabilité, d'individuation et d'opposition maîtrisée et créatrice. Voilà ce qui fait sens. Et cette approche d'une destinée commune permet d'envisager un autre futur. Imaginez un avenir où nos besoins en énergie sont satisfaits de manière durable et où l'humanité prospère en harmonie avec les rouages fondamentaux de la nature. Un avenir où nous avons percé le secret du domaine quantique, ce qui nous permet d'exploiter l'énergie du champ du point zéro, de contrôler la gravité pour explorer l'univers et d'avoir accès à une quantité presque infinie de ressources. Telle est la vision lumineuse qui nous attend alors que nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire avec Nassim Haramein et l'équipe scientifique de la Fédération spatiale internationale.